Inspirées des travaux de B.F. Skinner, les plateformes exploitent notre attirance pour les récompenses imprévisibles. Par exemple, les likes sur un post ou les nouvelles notifications. Nous sommes devenus des êtres amorphes, paresseux, noyés dans le flux de la conscience digitale. En 1996, il y avait seulement 40 millions d'internautes à travers le monde. Mais un engouement s'était emparé des marchés financiers, prêts à investir des sommes massives dans la nouvelle économie des technologies de l'information et de la communication. Pourtant, les prédécesseurs de nos GAFAM, comme AOL, MySpace, Netscape, avaient un problème. Ils ne créaient pas de valeur, mais une promesse de valeur future. La question du modèle économique était renvoyée à plus tard. C'est finalement en convertissant, grâce à leurs algorithmes, les usagers en source de valeur que Google, Facebook et consorts ont réussi à trouver le chemin de la rentabilité. Face aux médias comme la télé, capables de toucher la masse, ce qu'ils ont vendu aux annonceurs, c'était un public finement ciblé pour leurs produits, par l'étude de nos habitudes, nos routines, nos goûts, au cours de nos promenades numériques. Nous laissons des traces partout. Et la nouvelle promesse des géants du web est de cerner notre profil, nos motivations, pour mieux en soutirer une plus-value commerciale. Vous connaissez tous l'adage, si c'est gratuit, ne cherchez plus. Vous êtes le produit. Mais pour réussir à récolter une masse de data, il faut d'abord nous faire venir, nous retenir, nous fidéliser. Mieux que Black Mirror, nous voici avalés par l'économie numérique de l'attention, où chaque acteur technologique voudrait être l'unique service qui encadre toute notre vie. Et aujourd'hui, pour déterminer et déminer la logique du commerce attentionnel, je vais m'appuyer sur mon nouvel assistant personnel, ChatGPT, que je vais nommer Samantha, en référence à Her, le film de Spike Jonze. En préparant cette vidéo, j'ai demandé à Samantha de définir un certain nombre de termes. Scroller, swiper, ghoster, stalker, rabbit hole, boîte de Skinner, faux mots, brain hacking, dark design, dark patterns, binger, affordance. Avec ces termes, est-ce que tu vois où je veux en venir, Samantha ? Oui, en associant tous ces termes, il semble que tu cherches à interroger le modèle d'attention et de consommation moderne, en exposant les rouages qui se cachent derrière nos interactions numériques. C'est pas mal. Merci, Samantha. Et pour cerner quelles sont les racines de l'économie de l'attention, je vais encore faire appel à toi. Quelles sont ces racines ? 1. Racine économique, la marchandisation de l'attention. La rareté comme fondement. L'attention humaine est limitée. Contrairement à des ressources matérielles, l'attention est strictement finie et ne peut être produite ou augmentée. Avec l'explosion des modèles économiques basés sur la publicité en ligne, les entreprises comme Google, Facebook et YouTube ont systématisé la captation d'attention comme un produit à vendre. Le temps d'attention devient une monnaie. Plus les utilisateurs restent longtemps, plus les entreprises peuvent monétiser leur présence via les publicités ou les données personnelles. Je te remercie, Samantha, c'est très bien. Mais on peut certainement aller encore un peu plus loin, si tu le veux bien. Oui, l'attention est rare. Et j'ajouterais que toutes les formes d'attention ne se valent pas. Il y a quelques années, l'universitaire Nicolas Carr avait publié « Google nous rend-il idiots ?» Disons qu'il y a ce qu'on appelle d'un côté la deep attention, soit la capacité à se concentrer sur un objectif à long terme. Et de l'autre côté, l'hyper-attention, la capacité à répondre à toutes les stimulations qui apparaissent dans notre champ de vision ou de conscience. La première, la deep attention, on la sollicite quand on lit, quand on écoute à l'école. Elle serait tombée à 8 secondes d'attention. La seconde, à contrario, se développe, avec notre capacité, par exemple, à faire plusieurs choses à la fois, ce qu'on appelle le multitasking. Ces deux qualités d'attention ne partent pas à égalité. Prenons une situation, c'est celle d'un repas familial, où les convives parlent fort, se coupent la parole, et vous êtes coincé au milieu. S'il vous faut choisir entre l'oncle qui traite d'un sujet sérieux qui nécessite une grosse capacité de concentration, et le cousin, qui amuse la galerie avec des anecdotes truculentes qui ne requièrent pas beaucoup d'efforts, vite vu, non ? Oui. Les géants numériques l'ont bien compris. Et ils fragmentent notre attention en nous bombardant de stimuli hyper puissants pour mieux se répartir ensuite le gâteau commercial. Malheureusement, c'est nous qui en pâtissons.
victimes involontaires ou volontaires de ces applications toxiques, addictives, que sont les technologies. Elles ont le tort d'appauvrir l'expérience, d'après le philosophe Matthew Crawford, apologue des métiers manuels et pratiques. Selon lui, la deep attention nous fait monter en compétences, elle nous fait grandir. Elle affine notre sensibilité au monde et aux autres, tandis que les réseaux sociaux ne seraient qu'une arme de distraction massive, instrumentalisant notre attention comme une ressource monnayable. On va continuer avec ton deuxième point, tu veux bien ? 2. Racine technologique, la montée des interfaces captivantes. Les algorithmes sont optimisés pour maximiser l'engagement en montrant des contenus susceptibles de retenir l'utilisateur. Contenus polarisants, divertissants ou émotionnellement engageants. Les interfaces, via des mécanismes comme le scroll infini ou les recommandations automatiques, empêchent l'utilisateur de décrocher. Le design persuasif. Inspirés par des concepts comme la boîte de Skinner, les développeurs d'applications utilisent des éléments de game design pour créer des boucles addictives, likes, badges, défis journaliers. La portabilité des technologies. L'avènement des smartphones a rendu les plateformes omniprésentes, avec des notifications et des sollicitations constantes, rendant l'attention encore plus fragmentée. Algorithme, design persuasif, portabilité avec les smartphones, tout ce que tu dis est parfaitement juste. Mais tu mélanges un peu tout. Est-ce que tu en as conscience, Samantha ? Bref, je vais rester sur les racines technologiques, mais je vais emprunter un autre chemin que le tien. Je vais parler d'anthropologie. L'outil. L'outil s'inscrit dans le prolongement du corps de l'homme. Avec un marteau, je peux faire nettement plus qu'avec le dos de ma main. L'outil décuple la puissance de l'homme, son influence sur l'environnement. C'est l'homme prométhéen, créateur, qui est capable de concurrencer Dieu. Du marteau à l'iPhone, il y a un changement d'échelle, mais pas vraiment de nature. Et chaque bond technologique suscite une sorte de transe narcissique. Regarde un peu ce dont je suis capable. Et finalement, mon cheminement permet de rejoindre le tien. Si tu observes un peu ce qui s'est produit en 2007, lorsque Steve Jobs a présenté le premier iPhone de l'histoire, on est exactement dans ça, la transe narcissique. L'écrivain Alessandro Baricco a regardé la vidéo de la keynote de Jobs et parle, dans son livre The Game, d'un public extatique. Il raconte qu'un frisson est monté lorsque Jobs a fait défiler sur son écran, d'un simple contact de l'index, la liste de ses artistes préférés, et que la salle a même vibré lorsqu'il a fait un agrandissement d'un détail d'une photo avec son pouce et son index. Regardez partout autour de vous, l'iPhone a révolutionné le monde et a fait de nous des hommes qui regardons nos pieds plutôt que notre voisin. Comme le marteau, il a décuplé notre pouvoir sur les choses. Mais la nouveauté, c'est que les usages du marteau sont limités, alors que l'iPhone a l'ambition d'être un objet total. C'est un rêve d'enfant qu'il accomplit. Et lorsque Jobs présente son nouveau produit, il s'éclate, parce que c'est amusant, c'est intuitif, c'est fun. Si nous avons adopté l'iPhone immédiatement, c'est parce qu'il est simple. Et c'est le génie de Jobs d'avoir compris que la technologie était moins une question de performance, de puissance, que de simplicité. Dans la guerre de l'attention, les acteurs qui l'emportent, ce sont ceux qui créent les technologies les plus fluides pour l'usager. Regardez Netflix. Vous n'avez même pas besoin de décider pour déterminer ce que vous voulez voir. L'algorithme s'en charge. Et l'autoplay vous dispense de cliquer sur l'épisode suivant. Il vient à vous. Prenez Amazon, en un clic, vous achetez, sans quitter votre canapé et sans même sortir votre carte bleue. Il y a plusieurs auteurs qui se sont intéressés à ce rapport technologie et décuplement de la puissance. Alain Damasio, sur un versant critique, appelle ceci le techno-cocon, ou comment nous sommes entrés dans la machine. Pour lui, il y a quelque chose de mortifère qui annihile notre puissance de vie. Nous sommes devenus des êtres amorphes, paresseux, noyés dans le flux de la conscience digitale. Et si on en venait à ton point 3 à présent ? 3. Racines psychologiques, les failles cognitives exploitées. Le biais de récompense variable. Inspiré des travaux de B.F. Skinner, les plateformes exploitent notre attirance pour les récompenses imprévisibles. Par exemple, les likes sur un post ou les nouvelles notifications. Le besoin de clôture. L'effet Zeigarnik incite à revenir sur des tâches inachevées,
Par exemple, répondre à des messages, finir une série. Les biais sociaux. La peur de l'exclusion, FOMO, et le besoin d'approbation sociale, likes, commentaires, sont amplifiés, rendant les plateformes difficilement contournables. Très bien. Justement, les failles cognitives, c'est ce qu'on appelle aussi les biais cognitifs. Mais c'est très discuté parce qu'il y a quasiment autant de biais que de comportements humains. Bref, pourquoi continuer à les appeler biais? Par rapport à quelle normalité ou quel standard? Voilà que je suis en train de digresser. Tu ne saurais pas le faire, ça, Samantha, digresser. C'est dommage. Parce que c'est comme ça qu'on fait des associations d'esprit utiles. En fait, je digresse pas tant que ça. Car le philosophe Matthew Crawford juge que les technologies tirent parti non pas de nos biais cognitifs, mais de l'interaction entre nos comportements psychiques normaux et les techniques perverses de l'ingénierie attentionnelle. Est-ce que tu saisis la nuance? Elle taille. Souvent, dans les addictions, on va incriminer un individu en particulier, un individu en souffrance. La responsabilité lui incombe, elle est individuelle. La solution est en lui. Mais là, avec les technologies de l'attention, on vise nos facultés normales. Les capacités de la technologie nous paraissent, certes, stupéfiantes, mais finalement, elles se jouent de nous, de notre nature profonde. Elles ne créent pas une nouvelle nature. C'est un peu comme si les technologies appuyaient sur des petits boutons nichés dans notre cerveau reptilien pour provoquer certaines réactions. Par exemple, si tu introduis un élément nouveau dans ton champ de vision, ça va entraîner une réaction d'orientation. Autrement dit, tu vas te tourner spontanément vers la source potentielle de danger. Et c'est là une règle de survie pour la vie animale. Alors, quand ton téléphone sonne, vibre, bip, affiche des notifications rouge vif, comme des signaux d'alarme, alors tu vas rester sur le qui-vive. Et même si tu ne t'en rends pas compte, ou si tu ne l'associes pas spontanément aux technologies, tu risques néanmoins de ressentir une grande fatigue numérique. Mais tu me diras que si c'est néfaste, on devrait simplement se détourner de ces technologies. Eh ben, c'est pas si simple. À cause de la façon dont elles sont conçues. Ces technologies ont un goût de reviens-y, comme des bonbons sucrés, comme des drogues. Les technologies du numérique ont créé des boucles addictives, en créant des systèmes de récompense, de gratification comme les flammes Snapchat, les likes, les cœurs, les commentaires. Ces petites icônes nous rendent heureux. Elles libèrent en nous de la dopamine. Et pour renforcer notre dépendance, il va falloir y revenir. Et pour ça, que les récompenses soient aléatoires. C'est ce qu'a montré l'expérience de Skinner que tu as citée avec la distribution de nourriture à des souris. Si la même action va produire toujours le même effet, alors le plaisir ressenti diminuera. Non, il faut que la récompense soit variable. Un coup oui, un coup non, et ce par la grâce de l'algorithme. C'est un peu comme si tu te rends au casino. Le cerveau du joueur, il rêve de sentir la machine, d'en percer le code, le secret, de discerner des régularités qui lui permettront d'être maître de la machine. Et là aussi, c'est un dévoiement de quelque chose qui est profondément ancré dans notre nature. Les enfants, les adultes, cherchent à cerner des régularités dans la vie pratico-pratique. C'est ainsi qu'on gagne en compétences. Comme quand tu joues au basket ou au tennis et que tu cherches à choper le bon geste. Sur l'autre versant, il va y avoir la théorie de la persévérance par frustration, qui peut éclairer un autre effet que tu as visé, c'est l'effet Zeigarnik, qu'on pourrait aussi appeler, pour s'amuser, l'effet Marie Kondo, ou la manie de tout bien faire rentrer dans les cases. C'est la clé du succès incroyable de jeux relativement simples et bêtes, comme Tetris ou encore Candy Crush. Ce sont des jeux sans fin, et c'est pourquoi nous pouvons y mener des parties interminables. On a tendance à vouloir en venir à bout, à tout bien vouloir encastrer, à remplir chaque trou. Si cette disposition mentale est très pratique pour conduire avec succès des tâches manuelles, des travaux domestiques, c'est un enfer sur Internet, où rien n'a de début, ni de fin, ni de haut, ni de bas. Et les applications, elles s'appliquent à nous faire sentir que ce n'est jamais fini. De Tinder à Netflix, c'est l'infini qui est à portée d'écran. Une seule vie n'y suffira jamais. Tu te promènes avec ton téléphone, et avec l'infini du monde dans ta poche, et les notifications, les vibrations, ne cessent jamais de te rappeler que le monde virtuel ne s'arrête jamais. Ne connaît ni jour, ni nuit, ni lune, ni soleil. Alors tu y retournes.
Et ce n'est pas seulement parce que tu sais que tu y vas y rencontrer des gratifications, tu y retournes aussi parce que tu es en proie à des émotions qu'on pourrait qualifier de négatives et dont on a observé qu'elles étaient plus mobilisatrices. La jalousie, l'envie, la peur de l'exclusion avec le FOMO, celle de manquer quelque chose d'essentiel. Comme un dealer, les technologies t'offrent ton premier shoot gratuit pour t'accrocher. Et après, tu y reviens pour retrouver cet état d'hypnose où on ne le pense plus, où l'ego disparaît, dans l'absorption totale dans les activités de ton double virtuel et numérique. Te voilà dans la zone, te voilà dans une bulle. Le temps est en train de passer vite, je trouve, Samantha. On peut peut-être voir la 4e racine de cette économie de l'attention avec toi. 4. Racine historique. Le passage de l'information à l'overdose d'information. Du journalisme à la surcharge informationnelle. Avec l'imprimerie, puis la montée des médias de masse, le volume d'informations a explosé. La transition vers Internet a amplifié ce phénomène, en rendant l'information gratuite et omniprésente. La guerre de l'attention. Alors que l'information devient abondante, les acteurs doivent rivaliser pour capter des fractions de l'attention des individus. Ok. Tu as bien récité la leçon, mais on va pas s'étendre là-dessus. Sinon, pour compléter avec le point 3, et même avec le point 2, cette proposition de contenu illimité, elle vaut donc aussi pour l'information. Même si je dois préciser que c'est en partie une illusion. Une information nouvelle est recyclée un nombre incalculable de fois. On lit en fait toujours la même chose. Mais bon, c'est pas le sujet. Dans ce champ extrêmement concurrentiel qu'est l'information, tout ce qui va titiller nos peurs, tout ce qui est controversé, clivant, aura plus de chances d'attirer notre attention et de provoquer des partages, des buzz. Les officines russes, chargées de déstabiliser les élections un peu partout dans le monde, l'ont très bien compris. Et ce n'est pas sans conséquence sur le tissu social et démocratique. Bref, je ne vais pas m'étendre plus, parce que c'est un sujet en soi crucial. Est-ce que tu vois autre chose ? 5. Racine philosophique et sociale. Le modèle capitaliste. La logique de profit à tout prix. Les entreprises technologiques ont adopté une approche ultra-capitaliste, maximiser la valeur actionnariale en utilisant tous les moyens nécessaires pour capturer l'attention. La quête du divertissement. Les sociétés modernes valorisent le divertissement rapide et la gratification instantanée, créant un terreau fertile pour l'économie de l'attention. Oui, ok. Mais là, ton point 5, il est déjà largement intégré au point 1 qu'on a déjà traité. Donc c'est pas très pertinent de s'attarder là-dessus. On poursuit. 6. Racine neuroscientifique. Notre cerveau face aux stimuli. Un cerveau conçu pour la survie. Notre attention est câblée pour détecter des stimuli saillants. Changements, mouvements, menaces. Les plateformes exploitent ce penchant naturel avec des couleurs vives, des notifications et des contenus polarisants. La surcharge cognitive. Notre cerveau n'est pas conçu pour traiter un flux constant d'informations. La fragmentation de l'attention réduit la capacité à se concentrer profondément, ce qui renforce le cycle de consommation rapide. Ouais, bon, là on pourrait prendre ton point 6 et le mélanger avec le point 3. Alors certes, si on veut être pointilleux, on dirait que les sciences neurocognitives et les sciences comportementales, c'est pas tout à fait la même chose, mais disons que ça œuvre dans la même direction quand c'est intégré à un raisonnement sur les technologies de captation de l'attention. Est-ce que tu as fini, Samantha, avec nos racines de l'économie de l'attention ? Oui, monsieur Olivier Jacquemont. Ok. Bon, j'ai remarqué que tu voulais être à ce point exhaustive que tu n'as pas peur d'être redondante, et c'est un problème. Ta hiérarchie des points est discutable. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces éléments ? Ce qui me gêne, c'est qu'on a une liste à l'après-vert, une liste de courses, et tu serais bien incapable de me guider vers une hiérarchie ou vers le point le plus important, sachant que le carrefour de toute cette réflexion n'est pas mis en avant. Sais-tu quel est le cœur de notre problème ? Je vais te le dire. À mon avis, c'est la dimension ludique qui est derrière tout ça. Tous les créateurs géniaux qui ont inventé les outils que nous utilisons au quotidien ont évolué dans un même écosystème. Ils ont grandi, pensé, trouvé des financements dans la Silicon Valley. Ils ont fait leurs études à Stanford, qui est un vrai réservoir et un vrai incubateur de talents. C'était aussi, dans leur vie personnelle, des gamers, des hardcore gamers. Ce qu'ils ont voulu reproduire avec leur technologie, c'est l'effet incroyablement puissant des jeux vidéo. Cette sensation de sortir du réel, d'oublier nos soucis, nos problèmes du quotidien. Créer, en somme, une immersion totale. Quitter le monde. Par exemple, Stewart Brand, qui est ingénieur et grand inspirateur de Jobs.
c'est lui qui a inventé l'expression ordinateur personnel. Il a eu une révélation en voyant jouer des camarades ingénieurs à un jeu qui s'appelait Space War, l'ancêtre de nos jeux d'aujourd'hui. Je le cite. Pendant qu'ils jouaient, on les regardait et on comprenait qu'ils étaient complètement ailleurs. Je ne peux pas décrire ça autrement. Ils n'étaient plus dans leur corps. Ils étaient ailleurs. Jusqu'à ce jour, je n'avais vu qu'une seule chose qui pouvait vous donner l'impression d'être ainsi, la drogue. Pour Stewart Brand et pour les autres, le jeu a été une source d'inspiration. L'industrie technologique s'est pliée à l'ADN du jeu en proposant plusieurs critères. D'abord, un design. Prenez votre iPhone. Le design est agréable. Ensuite, quand vous vous promenez, vous surfez sur Internet, à chaque fois, il faut que ça réponde à une structure élémentaire qui va renvoyer à un problème appelle une solution. Une fois ce schéma terminé, un nouveau problème appellera une nouvelle solution, et ainsi de suite. La répétition joue comme ça. Ensuite, on surfe sur Internet, on se balade, on swipe. L'absence d'immobilisme. Il faut toujours être en mouvement, parce que c'est le mouvement qui crée l'intensité, et donc les sensations qu'a l'usager. Ensuite, pour ne pas perdre l'usager, il faut que la prise en main soit intuitive. L'expérience doit être facile. Enfin, il faut que ce soit ludique, gamifié. On va afficher des compteurs, des données, comme le nombre de vies qui restent dans les jeux vidéo. Là où je veux en venir, et ce qui est finalement fou, c'est moins les technologies que le fait que des gamers aient réussi à nous faire rentrer dans leur tête de gamers par le biais des technologies. La nuance est de taille. Nous sommes tous en quelque sorte devenus des geeks, où l'ensemble de la vie doit entrer dans un cadre autistique à la Sheldon, le personnage de Big Bang Theory. Un problème, une solution. Binaire. Et si l'homme devait à l'avenir apprendre à devenir le problème, the pain in the ass à la solution technologique? Hein, Samantha, qu'en dis-tu?